BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est ici, dans les blockchains et les cryptos. Bienvenue à tous sur ce nouveau plateau des pros des cryptos. Chaque vendredi, on vous accompagne toujours, bien sûr, mais désormais à 15h, de 15h à 15h25 sur ce plateau BFM Business. On est ravis de vous retrouver pour parler effectivement d'avenir. C'est votre part hebdomadaire d'avenir. Et bien sûr, j'accueille sur ce plateau, pour m'accompagner, nos pros des cryptos, Claire Balva. Claire Balva est la bienvenue. Hello Claire. Experte crypto, Web3, indépendante chaque vendredi à nos côtés, ainsi qu'Owen Simonin, il nous rejoint lui aussi Owen. Il est à la tête de Meria, mesdames, messieurs, à la tête de la chaîne Asher, le youtubeur francophone le plus suivi. Salut Owen, bienvenue à tous les deux. On est ravis de vous retrouver Claire, Owen sur ce plateau de BFM Crypto les pros. Chaque vendredi donc, nouveau rendez-vous 15h désormais jusqu'à 15h25. J'espère que c'est bien écrit sur vos tablettes. Et il est avec nous aussi, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes au téléphone. Vous l'entendez ? Vincent Gann est avec nous. Bonjour Vincent, on est ravis de vous retrouver. Claire Owen. Salut, ça va Vincent ? En forme ? Impeccable, oui, en grande forme. Super, analyste financier indépendant. Vincent, quand je parlais des vieux pots dans lesquels on fait les meilleures soupes, je parlais pas de vous, je parlais du téléphone. Un bon vieux téléphone, Vincent, pour entamer cette émission. J'ai un téléphone très moderne. Oui, on espère qu'il vous donne l'image, qu'il nous donnera plus d'images, en tout cas les prochaines fois en visio peut-être. Vincent, on est ravis de vous retrouver en direct pour effectivement mesurer le potentiel des cryptos pour ceux qui s'intéressent à la valeur de leur portefeuille crypto. Et justement, d'un point de vue fondamental, Vincent, on parlera dans un instant de cette technique. D'un point de vue fondamental, on voit ce Bitcoin toujours coincé autour des 25 000 $. Est-ce que vous estimez que la pression est trop forte pour ce Bitcoin ? Oui, alors effectivement, mon cher Guillaume, le cours du Bitcoin, je vais un peu le personnifier, il déploie toutes ses forces pour essayer de se maintenir au-dessus du cours le plus bas du mois de juin dernier. Donc, vous l'avez précisé, la zone des 24 800 $, 25 000 $. Alors qui est considéré par tous les analystes chartistes comme étant un peu le garant de moi ce que j'appelle la reprise annuelle, mais en réalité le rebond, la fin du bear market date maintenant du mois de novembre 2022. Alors ce niveau, c'était aussi le point de départ à l'époque, enfin c'est proche de nous, et souvenez-vous en juin dernier d'une impulsion haussière qui était liée aux premières demandes d'autorisation d'ETF Bitcoin Spot, dont vous parlez beaucoup sur votre antenne, et c'était un niveau initialement franchi au mois de mars dernier, lorsque, souvenez-vous, Bitcoin avait eu une sorte d'aspect refuge face à la crise des banques régionales américaines. Alors je reviens quand même à votre question. La pression fondamentale n'est-elle pas trop forte pour le tenir, ce support ? Alors oui, la pression, elle est colossale, disons-le, elle est variée. Les enjeux judiciaires qui concernent les plateformes centralisées, qui peuvent concerner aussi certains jetons, les enjeux réglementaires, d'autorisation, et puis là, plus proche de nous, pour en revenir à la finance traditionnelle, la pression immense, mais vraiment immense, exercée par les corrélations inversées de grandes classes d'actifs. Je peux notamment citer le fait que les taux d'intérêt obligataires se maintiennent au contact de leur record annuel. Et puis, plus particulièrement, cette semaine, la poursuite du rebond du dollar américain. D'ailleurs, moi, je suis agréablement surpris. C'est quand même un bon signe. Je trouve que le cours du Bitcoin résiste plutôt bien au rebond du dollar américain, qui est sur ses plus hauts de plusieurs semaines, mais il ne faudrait pas que ce dernier s'amuse à aller vraiment plus haut. Alors, la suite, par rapport à la tenue de ce support et la pression fondamentale, la suite, c'est quoi ? C'est mercredi prochain, mercredi 20 septembre, c'est la date que tous les auditeurs doivent retenir. La prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis va-t-elle confirmer, en tout cas c'est ma lecture, comme hier la Banque centrale européenne, que sa campagne de resserrement monétaire a atteint son stade ultime? Soyez certains d'une chose, pour que Bitcoin parvienne à tenir ce support, et je n'ai pas garanti sur le plan technique, j'en dis un mot dans un instant, il faut que la Fed confirme qu'elle n'ira pas au-delà en termes de restrictions monétaires. Donc voilà, c'est tout l'enjeu de la semaine prochaine. Donc j'ai pas la réponse à votre question, mais encore un peu de patience. Effectivement, la Fed qui pourrait marquer une pause, c'est l'espoir des marchés. C'est votre espoir aussi, Vincent, on vous a entendu. Elle pourrait d'autant plus marquer une pause que la BCE entrouvre elle-même la porte à une pause, qui met un peu plus la pression sur la Fed dans ce sens-là. On aura l'occasion d'en reparler, et on en parle tous les jours d'ailleurs aussi, dans BFM Bourse l'après-midi sur BFM Business. Vous vous échappez là, Vincent, d'un point de vue technique, l'analyse graphique que vous êtes, qu'est-ce qu'il voit pour la suite sur le Bitcoin? Quels sont les prochains seuils à surveiller? Oui, alors sans botter en touche, mais je vais vous faire une réponse d'analyse chartiste. Vous allez voir, ça va être un grand classique pour pas trop mouiller. Non, moi ce que j'observe, c'est quand même un peu chaud, parce que globalement, il y a beaucoup de jetons importants qui sont au bord du gouffre technique. Alors attention, ça peut faire un peu peur au bord du gouffre. On peut faire un pas arrière, un pas de côté. On n'est pas obligé de sauter à pieds joints dedans. Mais effectivement, que ce soit Bitcoin vis-à-vis des 25 000 $, que ce soit Ethereum vis-à-vis des 1 530 $. 1 530 $, c'était l'ancien record historique d'Ethereum, donc c'est un niveau qui parle. Ou que ce soit
que ce soit Binance autour des $200, ce sont quand même des niveaux qui, s'ils étaient rompus, feraient vraiment décrocher le marché. Donc là, on a vraiment un alignement des jetons majeurs sur des gros niveaux techniques. Maintenant, ce qu'on a pu observer cette semaine, c'est un rebond technique du cours du Bitcoin qui a dû prendre 3-4% de hausse depuis ce niveau de support. Et vous savez ce qu'on dit en analyse technique, tenir un support, c'est bien, franchir une résistance, c'est mieux. Et moi, j'estime que la résistance qui nous mettrait à l'abri n'a pas été franchie. Certains donnent $28 800, $29 000. Moi, je peux même dire déjà que franchir les $27 000, ce serait une bonne chose. Donc, en fait, là, si vous regardez le prix du Bitcoin, il y a malheureusement, on n'a pas franchi le niveau technique qui nous mettrait à l'abri et qui confirmerait que ce support va tenir pour de bon. Donc, voilà, toujours une phase d'attente et toujours un risque d'aller chasser de la liquidité entre 22 000 et 25 000 $. Merci Vincent de nous avoir accompagnés. Vincent Gane, je sens la frustration de tous ceux qui nous suivent parce qu'on n'a pas vu votre visage en direct, Vincent. Vraiment promis, en visio la prochaine fois. Vincent Gane, analyste financier indépendant régulièrement dans les pros des cryptos à nos côtés avec nos NFT chaque vendredi. Owen est avec nous, Claire également avec nous, nos talents non fongibles du vendredi dans les pros des cryptos. Au sommaire, on va discuter tous ensemble. Au sommaire aujourd'hui, d'abord FTX qu'on va aborder. L'épilogue semble enfin approcher. Il y a eu de nouveaux développements cette semaine importants. On vous en fera part dans une poignée de secondes. Bientôt la fin du pseudonymat aussi, peut-être sur les cryptos. On pose ça là, juste une question. Mais le Parlement européen vient mettre peut-être un grain de sable. Et puis les frais de transfert records sur la blockchain Bitcoin. $500 000 de frais de transfert. On ne parle pas de foot. $500 000 d'ailleurs en foot, ce ne serait pas beaucoup. Non, on parle de frais de transfert gigantesques pour une transaction, elle, toute petite. Une énorme erreur, on vous en fera part et on essaiera de vous alerter justement. Faites gaffe parfois quand vous faites des transactions, regardez bien les frais de transfert. Voilà le menu des pros des cryptos cette semaine. Et je m'assois pour les rejoindre. Claire et Owen, ça va les amis ? Très bien. Bon, $500 000 pour un transfert en foot, c'est pas énorme. Non, pas dans le foot en tout cas. Pas dans le foot, voilà. Mais dans les cryptos, pour les frais de transfert, c'est quand même beaucoup trop. On en parle dans un instant. Juste avant, ces 3 lettres qui pèsent plus lourd que les $500 000 dont on parlait. Les 3 lettres, c'est FTX, mesdames, messieurs. La grosse nouvelle cette semaine, oui, concerne FTX. C'est feuilleton qui dure depuis maintenant près de 10 mois. Le tribunal a donné sa décision, ça y est, concernant les cryptos que possède FTX. Owen, alors quelle est cette décision et quels seront les impacts ? Alors quoi qu'il arrive, l'histoire avance. FTX, il y a 10 mois, géante plateforme d'exchange qui s'effondre et qui empêche ses clients de retirer les dépôts qui avaient été faits sur la plateforme. On avance un petit peu puisqu'aujourd'hui c'est le juge du Delaware qui a donné l'autorisation à FTX de commencer les liquidations de certains de ses actifs numériques. Évidemment, panique générale sur les réseaux sociaux. On se retrouve avec une plateforme qui détient 3,6 milliards de dollars d'actifs numériques qui a le feu vert pour les liquider. Ça, c'est la version courte quand on lit le titre de l'article, mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est beaucoup plus nuancé. Déjà, oui, ça peut impacter certaines crypto-monnaies. Dans ces 3,6 milliards de dollars, on a 500 millions de dollars de Bitcoin, ok, mais on a surtout 1,16 milliard de dollars de Solana. Et là, en l'occurrence, ça représente 16% de tous les Solana en circulation. Et donc, naturellement, ça peut faire vraiment très peur à ceux qui détiennent ces actifs. Maintenant, nuançons un peu cette actualité. Premièrement, ils ont eu le droit de liquider des actifs numériques, parce qu'ils se doivent de récupérer un maximum de valeur pour pouvoir rembourser les clients qui ont été biaisés par la plateforme. En tout cas, c'est le rôle de la personne, du curateur qui est à la tête de cette société. Je rappelle, John J. Ray III, qui a déjà géré dans sa carrière de bon nombre de faillites de cette ampleur. Deuxième chose, il n'est pas tenu de liquider. Donc même quand ils vont vendre les actifs, le but c'est de les vendre doucement, d'en tirer un maximum de valeur et non pas de faire des grosses chandelles rouges qui viennent affecter le marché. Deuxième chose, ils ne sont pas tenus de vendre systématiquement, ils peuvent également staker cette crypto-monnaie pour en générer des intérêts, mais ils peuvent également simplement se hedger. C'est-à-dire comme ils sont forcés de détenir des actifs qu'ils doivent aux gens, ils peuvent également les shorter pour prendre du profit quand les crypto-monnaies perdent de la valeur, alors qu'ils en gagnent naturellement si les crypto-monnaies vont à la hausse. Et donc non seulement ils ne sont pas tenus de vendre, et en plus de ça, s'ils veulent vendre, ils ont un cap, une limite. Actuellement, par exemple, sur Bitcoin, c'est 50 millions de dollars par semaine. Ça pourrait être rehaussé, mais le but étant de faire ça intelligemment et d'affecter au moins les prix des cryptos. Voilà, apporter un peu de visibilité. Du coup, en termes de pression vendeuse, est-ce qu'on peut se trouver rassuré pour la suite ou au contraire plus inquiet, Claire ? Alors un peu. Forcément, quand une plateforme comme FTX doit rembourser des clients lésés et a 1, 2, 3 milliards d'actifs qu'elle peut liquider, bon, forcément, on se dit, ils vont en vendre à un moment donné, ça va faire une pression vendeuse. Maintenant, comme Owen l'a dit,
en réalité, quand on a de telles liquidités à vendre, on ne les vend pas d'un coup. Et donc là, la limite qui a été fixée, c'est plutôt de les vendre par paquet de peut-être 100 millions sur une semaine, peut-être essayer 100 millions la semaine d'après ou le mois prochain. Et surtout, quand on regarde le montant en ensemble, Owen parlait de 3,6 milliards. En fait, si on prend en compte la baisse des cours depuis cette évaluation et la proportion d'actifs qui sont en fait illiquides et donc invendables, par exemple, FTX possède du FTT dans ces 3,6 milliards, FTX ne va pas aller vendre son FTT, ça ne sert plus à rien. Et donc, quand on enlève cette baisse des cours plus ces actifs illiquides, on est plutôt entre 1 et 2 milliards. Ça reste une pression vendeuse forte, mais ils vont le faire probablement au fur et à mesure. Et ils ont un préavis d'une dizaine de jours quand ils souhaitent effectuer certaines ventes, notamment des ventes de Bitcoin, par exemple. Donc, on sent là aussi que le régulateur est prudent. Donc oui, pression vendeuse. Il ne faut pas s'affoler non plus et aller vendre ses actifs parce qu'on a vu un titre d'article de presse. Ils vont le faire petit à petit et on rappelle aussi qu'il y a d'autres signaux, qu'il n'y a pas que FTX qui impacte le marché des cryptos. Il y a par exemple des demandes d'ETF en ce moment qui sont refusées ou qui sont acceptées, qui ont une influence sur les marchés. Donc il faut considérer l'environnement global quand on essaye de faire des prévisions de cours, même si, encore une fois, moi je déconseille toujours de regarder le court terme, mais plutôt de viser le long terme. Évidemment, et les cryptos qui permettent de faire des transactions sous pseudonyme, qui permettent ou qui permettaient, est-ce qu'il va falloir en parler au passé du pseudonymat dans les cryptos? En tout cas, le Parlement européen a approuvé une nouvelle mesure pour les entreprises crypto qui, pour les entreprises, est importante et peut-être pas que pour les entreprises. Est-ce qu'on peut en parler de cette mesure du Parlement européen, Claire? Oui, alors c'est une directive qui s'appelle DAC, qui est une directive relative à la coopération administrative entre les États membres. L'objectif, c'est de mettre en place un système pour que les administrations des États membres se partagent, s'échangent des informations fiscales pour éviter la fraude fiscale, l'évasion fiscale de leurs concitoyens. Cette directive, elle existait à part des cryptos, elle n'est pas spécifiquement liée aux cryptos. La première directive DAC, elle date de 2011. Et puis, on a eu depuis 2011 DAC2, DAC3, DAC4, etc. Et on a vu cette semaine apparaître DAC8, qui a été voté en très large majorité au Parlement européen à Strasbourg. Et cette directive, elle a vocation à inclure les crypto-monnaies dans ce dispositif DAC. Donc ce que ça veut dire très concrètement, c'est que, vous le savez, en France par exemple, les Français sont obligés de déclarer leur plus-value pour être imposés sur ces plus-values à hauteur de 30%. Mais l'administration fiscale n'a en réalité pas beaucoup de moyens de vérifier si les Français disent la vérité en fait dans ces déclarations. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on ajoute un niveau de surveillance sur les entreprises. Et donc toutes les plateformes d'échange, tous les intermédiaires vont devoir déclarer l'ensemble des opérations. Et alors quand je dis l'ensemble des opérations, c'est les transactions, les conversions de crypto à euro ou d'euro à crypto par exemple, mais c'est aussi les opérations crypto to crypto, ou c'est les simples transferts également. Donc tout en fait. Simplement, voilà, tout devra être déclaré aux administrations fiscales. Et quand je dis toutes ces entreprises, c'est évidemment toutes les entreprises enregistrées en Europe, donc par exemple les PSAN, ou au niveau européen, quand MiCA sera implémenté, les CASP, mais aussi toutes les entreprises non enregistrées en Europe, mais qui auraient des clients européens. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'une entreprise qui ne serait pas enregistrée en Europe, je ne sais pas, un Coinbase par exemple, qui n'aurait pas encore d'enregistrement, qui ne serait pas encore agréé MiCA, devrait s'enregistrer en Europe pour déclarer les opérations des citoyens européens sur sa plateforme. Oui, il va falloir apprendre à parler au passé du pseudonymat dans les cryptos, du coup, Owen? Il va surtout falloir apprendre à traiter des millions, si ce n'est pas des dizaines de millions de transactions, parce que je ne vois honnêtement pas comment humainement c'est possible pour un quelconque régulateur ou un quelconque analyste de traiter ne serait-ce que 10% des informations qu'ils vont recevoir. Humainement. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive. J'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner, vu la complexité des déclarations fiscales et vu comme on a besoin de logiciels lourds pour aider les particuliers à déclarer eux-mêmes leur plus-value. J'aimerais voir une entité de contrôle qui vient... Oui, il faut bien se rendre compte qu'on parle de milliards d'opérations, notamment dans le cadre d'opérations de trading, parfois fait par des algorithmes. Le nombre d'opérations peut être complètement pharaonique, donc ça va donner beaucoup de boulot aux administrations fiscales. Tiens, on va rester dans la régulation. Il y en a eu que pour la SEC là, tous ces derniers mois, et il y a un autre régulateur, un autre gendarme américain, qui aimerait manifestement qu'on parle aussi de lui. C'est la CFTC. La CFTC a décidé de se joindre à la bataille contre la finance décentralisée, ouais. Tout à fait. Alors, jusqu'à présent, il y a quand même beaucoup de positions où la CFTC est opposée au discours de la SEC, ou du moins à une position qui est diamétralement opposée, ce qui était plutôt positif. Notamment, c'est l'un des premiers à soutenir que Bitcoin n'est en effet pas une security et qu'il répond bien aux fameux commodities. CFTC, le C de commodities justement. Mais là, en l'occurrence, ils s'en prennent aux échanges décentralisés, les fameux DEX. Alors pour le coup, ils le reprochent à 3 petits échangeurs décentralisés, petits
Je ne sais pas vraiment, mais je ne connaissais pas ces noms. Opine, 0x et Deridex, des noms que je ne connaissais pas. Même vous ne les connaissiez pas, même vous. Après, ils ne sont pas forcément en France et je ne peux plus être partout. Je n'arrive plus à être partout maintenant. Vous n'êtes pas encore une IA, une intelligence artificielle. Ça viendra. Un jour, on verra. On vous pluguera. C'est une question de temps. En tout cas, ils les accusent de proposer des services illégaux de trading de produits dérivés. Avec évidemment une amende qui correspond à chacun d'entre eux, 250 000, 200 000 et 100 000 $ respectivement pour les 3 noms que j'ai cités. Et selon eux, ils doivent se conformer à la loi et les lois de ceux qui proposent des services sur les produits dérivés doivent être les mêmes, qu'ils soient centralisés ou non. Le problème, c'est que c'est totalement différent et que c'est des fois pas applicable. Le problème, c'est qu'on ne peut pas des fois répondre à toutes les mêmes mesures qu'une entité centralisée qui a enregistré et qui a profondément audité les fonds de ses clients, puisque un protocole décentralisé n'appartient pas forcément à une entité, puisqu'il appartient à tous les utilisateurs de ce protocole. Et pour finir, pour le coup, c'est le directeur de mise en application des lois de la CFTC qui le précise. L'objectif, et dans l'idéal, ce serait que l'un de ces protocoles se retourne contre la décision de la CFTC devant la loi, afin de pouvoir créer un précédent, car comme le précise cette fameuse personne, l'objectif n'est pas simplement de sanctionner, mais de créer une jurisprudence qui va permettre de savoir et de dire ce que les protocoles décentralisés peuvent et ne peuvent pas faire. Les pros des cryptos, chaque vendredi désormais à 15h et le club BFM Crypto du lundi au jeudi à Maurice-Tonquédec à 15h également. Nouvel horaire, nouveau rendez-vous à la radio, à la télé sur ce nouveau plateau. Et également cette table dont vous n'aviez pas l'habitude les saisons précédentes et qui est nouvelle aussi sur le plateau de BFM Business. BFM Bourse de son côté démarre désormais à 15h30 avec l'ouverture de Wall Street. On va démarrer dans le temple de Wall Street désormais chaque jour BFM Bourse à 15h30. Les pros des cryptos, donc notre machine a condensé la semaine, a condensé le temps, une semaine d'actu en 25 minutes. On a vu un nouveau record cette semaine, une transaction sur le réseau Bitcoin. Transactions dont les frais de transfert, on en parlait tout à l'heure, ont coûté plus de 500 000 $, des frais de transfert pour une toute petite transaction en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bêtise. C'est-à-dire que ce sont des choses qui arrivent, on en a déjà entendu dans le monde des crypto-monnaies, mais en fonction du portefeuille qu'on utilise, on peut tout régler. Quand on envoie une transaction dans la blockchain, on peut également augmenter, en fonction de la blockchain, ses frais de gaz, donc le prix que l'on va payer, les frais de transaction. Comme vous le savez, les mineurs se rémunèrent avec 2 types de rémunération. Premièrement, les nouveaux bitcoins émis sur le réseau, à chaque bloc, mais également les frais de transaction que les utilisateurs acceptent de payer. Quand on veut que sa transaction passe plus vite, on peut payer plus de frais pour que les mineurs l'avantagent naturellement, parce que les mineurs vont traiter les transactions les plus rémunératrices. Oui. En l'occurrence, c'est une erreur puisqu'ils ont inversé 2 lignes, la ligne du montant qu'ils souhaitaient envoyer et la ligne des frais de transaction. Non. Oui. Alors on peut se dire, ce sont des choses qui arrivent. Un particulier très fortuné qui envoie 500 000 €, qui fait une erreur. Ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'on le voit. Manque de bol, ce n'est pas un particulier, ça a été identifié. Il s'agit de Paxos, la société qui a par exemple à l'époque émis le BUSD de Binance, qui émet elle-même l'USDP, leur propre stablecoin, et qui très récemment s'est mise à émettre le stablecoin de PayPal. C'est donc pas n'importe qui fait une petite boulette qui arrive dans le monde, mais rarement à cette échelle quand même. Et surtout, ça fait du bruit, mais ils ont réussi à contacter la pool de minage qui a récupéré ces frais de transaction. La pool aux odeurs. Et alors que l'usage est de laisser au moins 10% du montant à la société qui accepte de restituer ces montants-là, la pool de minage en question a restitué les 500 000 $ et n'a pour l'instant pas reçu de petite commission. Donc comme quoi, dans la blockchain, on arrive toujours à trouver des discussions et à ouvrir le débat. En tout cas, Paxos s'est fait rembourser et même ces petites erreurs, même sur la blockchain Bitcoin et même si on ne peut pas revenir en arrière, quand on identifie la personne qui bénéficie de cette petite erreur, on peut encore ouvrir le débat. Oui, surtout quand on s'appelle Paxos. Surtout quand on s'appelle Paxos. Je ne sais pas si moi, il m'aurait remboursé. Claire, il vous aurait remboursé, vous, sans doute? J'ai des doutes. Moi, j'aurais envoyé un mail quand même. Il y a débat. J'aurais tenté. Voilà. Tiens, on va parler de MetaMask. MetaMask, le portefeuille le plus populaire quand même sur le réseau Ethereum, qui a décidé de s'agrandir et de s'étendre au-delà d'Ethereum, au-delà d'Ethereum à d'autres blockchains. Ça aussi, ça marque la semaine. Comment c'est possible, Claire? Alors MetaMask, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont annoncé le lancement de ce qu'ils appellent des snaps. Alors ces snaps, en gros, c'est des petits modules que vous pouvez ajouter à votre portefeuille MetaMask et qui vont vous permettre de personnaliser votre portefeuille. Donc vous allez pouvoir y ajouter par exemple des caractéristiques de sécurité qu'il n'y avait pas avant. Vous allez pouvoir ajouter des fonctionnalités supplémentaires et vous allez surtout pouvoir rendre votre portefeuille interopérable avec d'autres blockchains. Jusqu'ici, MetaMask était compatible avec des blockchains dites compatibles EVM, donc des blockchains compatibles avec la blockchain Ethereum. Et ce qui se passe désormais, c'est que MetaMask va aussi pouvoir fonctionner, par exemple,
sur Bitcoin et sur d'autres blockchains qui ne sont pas la blockchain Ethereum, ni même celle qui était compatible avec Ethereum. Ça, c'est une très grande nouveauté parce que ça va permettre à MetaMask de devenir vraiment un portefeuille dit multi-chain. Et ça apporte aussi beaucoup d'améliorations pour les utilisateurs qui jusqu'ici galéraient quand même pas mal à multiplier les outils. On était obligé de gérer systématiquement plusieurs portefeuilles pour pouvoir interagir avec différentes blockchains. Le fait d'avoir un portefeuille comme MetaMask, qu'en fait tout le monde a globalement sur son navigateur quand on fait un peu de crypto, qui est interopérable avec plein de blockchains, ça aide quand même beaucoup en termes d'expérience utilisateur, donc ça renforce l'hégémonie, je dirais, de MetaMask dans ce monde des portefeuilles, et ça montre aussi que même en bear market, les portefeuilles continuent de s'améliorer. On a vu, souvenez-vous, on en parlait dans l'émission, ces améliorations de account abstraction, cette possibilité d'avoir des fonctionnalités supplémentaires dans ces wallets. On voit vraiment les portefeuilles qui progressent même pendant cette période où les cours sont au plus bas. Et ça, c'est très positif pour la suite. C'est pour ça que certains, je pense à Valentin Demey, qu'on salue, Cryptos, te parle d'un build market en ce moment. On n'est peut-être pas encore entré en bull market, non, c'est toujours un peu l'hiver crypto, mais on est en build market. Le marché continue de se construire, même si les cryptos sont en train de stagner. Et que certaines plateformes sont en train de tanguer. C'est le cas de Binance, en tout cas Binance US. L'eau y est très froide dans Binance US. On va s'y plonger quand même dans cette eau froide, puisque la semaine a été sacrément mouvementée. Claire, gros choc, énormément de licenciements. Que se passe-t-il ? Et oui, Binance US a annoncé en début de semaine que son directeur général partirait et qu'ils allaient licencier 100 personnes, soit à peu près un tiers de leurs effectifs aux États-Unis. Et puis on a appris plus récemment hier le départ également du directeur juridique et du directeur des risques. C'est quand même un énorme signal, pour le coup plutôt négatif, dans un moment où Binance fait face à une grosse pression réglementaire. Le fait d'avoir un départ des deux personnes qui sont quand même les plus concernées par cette pression réglementaire, c'est pas terrible. Après, on peut aussi le voir d'une autre manière en se disant, finalement, Binance a perdu beaucoup de parts de marché. Ils sont passés de 20% des parts de marché aux États-Unis à moins de 1%. Donc finalement, se séparer d'un tiers des effectifs, même si c'est douloureux, même si ça fait mal, surtout quand on travaille chez Binance, en fait c'est une décision très logique et plutôt saine pour la survie de l'entreprise. Ce qui aurait été inquiétant, c'est qu'ils ne se séparent pas de leurs effectifs alors que leurs parts de marché ont été divisées par 20 aux États-Unis. Donc ce qui arrive à Binance US est peut-être positif pour Binance tout court ? Non, en fait ce qui est très négatif pour Binance, c'est la perte des parts de marché et c'est les pressions réglementaires. Mais finalement, ce qu'on voit là avec ces licenciements et ces départs, ce sont des symptômes plus que des causes. Donc ça reste évidemment un environnement très négatif pour Binance, mais ce qu'il faut voir, c'est l'environnement business et réglementaire qui est négatif. Ça pourrait même être grave dans le sens où si in fine Binance est blanchi de la justice américaine pour toutes les accusations qu'il y a sur le sol américain, parce que je rappelle qu'il y a Binance Monde et Binance US, c'est vraiment deux entités différentes, ça aura très clairement tué leur business. Ne serait-ce que le temps de la procédure, le temps de lever le doute, ils vont difficilement récupérer de ces parts. Ils restent quand même avec les meilleurs outils, mais ça va pas les aider pour l'avenir, c'est sûr. Et mesdames, messieurs, c'est le challenge de la semaine. Il est pour Owen. Vous voyez le chrono, Owen, il est là. 9 secondes. Il nous reste 9 secondes pour parler de Coinbase. On va vous donner 39 secondes parce qu'on est sympa. Juste une petite actualité, c'est Coinbase qui du coup propose des nouvelles solutions. Ils sont au cœur de plein de choses, notamment de la justice également avec leur gros bras de fer musclé avec la Security Exchange Commission. Aujourd'hui, ils sortent une nouvelle fonctionnalité qui concerne uniquement Bitcoin, c'est-à-dire qu'ils intègrent le Lightning Network, un Layer 2 qui permet, pour faire simple, d'être beaucoup plus scalable et de faire des transactions beaucoup plus rapides et moins coûteuses sur Bitcoin. Encore Bitcoin. Et pourquoi encore Bitcoin ? À la base, ils l'avaient ignoré, ils ne s'intéressaient pas à Bitcoin et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de demandes sur cet actif. Mais après avoir discuté avec l'ancien président directeur général de Twitter, Jack Dorsey, ou devrais-je dire Dix, Jack Dorsey a tout simplement demandé à Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, comment est-ce que Bitcoin pouvait être le cœur de notre écosystème et comment est-ce qu'il pouvait ne pas proposer plus de solutions, notamment le Lightning Network sur son réseau. Coinbase, se considérant eux-mêmes comme la plus grosse entreprise à onboarder des clients au monde, se devait de faire cette mise à jour et de proposer cette solution. C'est toute l'actu crypto en 25 minutes, votre machine à condenser le temps sur ce nouveau plateau, nouvel horaire chaque vendredi à 15h. Merci à tous les deux. Owen Simonin, sa chaîne YouTube Asher, Meria également et bien sûr Claire Balva. Merci Claire. Merci Guillaume.